Bon, on avait donc commencé à étudier un petit peu ce qu'on pourrait appeler dans leur forme, simplement dans leur forme, quelques-uns des dispositifs importants de sécurité. La dernière fois, j'avais dit deux mots à propos des rapports entre le milieu et le territoire et le milieu. J'avais essayé de vous montrer à travers quelques textes, d'une part, quelques projets, quelques aménagements réels aussi de villes au XVIIIe siècle, comment le souverain du territoire était devenu architecte de l'espace discipliné, mais aussi, à la fois après, mais presque en même temps aussi, régulateur d'un milieu dans lequel il ne s'agit pas tellement de fixer les limites et les frontières, dans lequel il ne s'agit pas tellement de déterminer des emplacements, mais surtout essentiellement de permettre de garantir, d'assurer des circulations, des gens, circulation des marchandises, circulation de l'air, etc. Bon, à dire vrai, cette fonction structurante de l'espace et du territoire par le souverain n'est pas chose nouvelle au XVIIIe siècle, après tout. Quel est donc le souverain qui n'a pas voulu jeter un pont au-dessus du Bosphore ou déplacer des montagnes? Encore faut-il savoir justement à l'intérieur de quelle économie générale de pouvoir se situe ce projet et cette restructuration, cette structuration de l'espace et du territoire. Est-ce qu'il s'agit de marquer un territoire ou de le conquérir? Est-ce qu'il s'agit de discipliner des sujets et de leur faire produire des richesses? Ou est-ce qu'il s'agit de constituer pour une population quelque chose qui soit comme un milieu de vie, d'existence, de travail, etc. Bon, c'est ça simplement une liste. Je voudrais maintenant reprendre cette même analyse des dispositifs de sécurité à partir d'un autre exemple et pour essayer de cerner un peu autre chose, non plus le rapport à l'espace et au milieu, mais le rapport du gouvernement à l'événement. Je ne suis pas contre les appareils quelconques, mais je ne sais pas, je m'excuse de vous dire ça, de petite allergie comme ça. Pardon. Bon, problème de l'événement. Je vais prendre directement un exemple. Celui de la disette. La disette, qui n'est pas, vous savez, exactement la famine. La disette, c'est, comme le définissait un économiste dont on aura reparlé tout à l'heure, de la seconde moitié du XVIIIe siècle, la disette, c'est l'insuffisance actuelle de la quantité de grains nécessaire pour faire subsister une nation. C'est-à-dire que la disette, c'est un état de rareté qui a cette propriété d'engendrer un processus qui la reconduit elle-même, étant, s'il n'y a pas un autre mécanisme qui vient l'arrêter, à la prolonger et à l'accentuer. C'est un état de rareté, en effet, qui fait monter les prix. Plus les prix montent, plus, bien entendu, ceux qui détiennent ces objets rares cherchent à les stocker et à les accaparer pour que les prix montent encore davantage, et ceci jusqu'au moment où les besoins les plus énergitaires de la population cessent d'être satisfaits. Bon, la disette, c'est pour les gouvernements, et en tout cas pour le gouvernement français au XVIIe et au XVIIIe siècle, le type même de l'événement à éviter. Type même de l'événement à éviter pour un certain nombre de raisons qui sont évidentes. Je ne rappelle que celle qui est la plus claire, et si vous voulez, pour le gouvernement, la plus dramatique. Disette est un phénomène dont les conséquences immédiates et les plus sensibles apparaissent bien sûr
d'abord en milieu urbain, car après tout la disette est toujours relativement moins difficile à supporter, relativement difficile à supporter en milieu rural. En tout cas, elle apparaît en milieu urbain et elle entraîne presque immédiatement, ou avec une grande probabilité, la réforme. Or, bien sûr, depuis les expériences du XVIIe siècle, la révolte urbaine est la grande chose à éviter pour un gouvernement. Fléau du côté de la population, catastrophe, crise si vous voulez, du côté du gouvernement. Disons d'une manière générale que, si on veut simplement resituer l'espèce d'horizon philosophico-politique dans lequel apparaît, sur fond duquel apparaît la disette, je dirais ceci, c'est que la disette, comme tous les fléaux, est reprise dans les deux catégories par lesquelles la pensée politique essayait de penser le malheur inévitable, c'est-à-dire le vieux concept antique gréco-latin de la fortune, la mauvaise fortune. Après tout, la disette, c'est la malchance à l'état pur, puisque précisément son facteur le plus immédiat, le plus apparent, c'est l'intempérie, c'est la sécheresse, c'est le gel, c'est le trop d'humidité, en tout cas ce sur quoi on n'a pas prise. Et cette mauvaise fortune, vous le savez, ce n'est pas simplement un constat d'impuissance, c'est tout un concept politique, moral, cosmologique également, qui, depuis l'Antiquité jusqu'à Machiavel et finalement jusqu'à Napoléon, a été non seulement une manière de penser philosophiquement le malheur politique, mais même un schéma de comportement dans le champ politique. Le responsable politique, dans l'Antiquité gréco-romaine, au Moyen-Âge, jusqu'à Napoléon compris, peut-être même au-delà, le responsable politique joue avec la mauvaise fortune, et Machiavel l'a montré, il a toute une série de règles de jeu par rapport à la mauvaise fortune. Donc, si vous voulez, la disette apparaît comme les autres fléaux à titre de manifestation, l'une des formes fondamentales de la mauvaise fortune pour un peuple et pour un souverain. Deuxièmement, l'autre matrice philosophique et morale qui permet de penser la disette, eh bien, c'est la mauvaise nature de l'homme, mauvaise nature qui va se lier au phénomène de la disette dans la mesure où celle-ci va apparaître comme un châtiment, mais d'une façon plus concrète et plus précise, la mauvaise nature de l'homme va influer sur la disette, va en apparaître comme un des principes, dans la mesure où l'avidité des hommes, leur besoin de gagner, leur désir de gagner encore plus, leur égoïsme, etc., va provoquer tous ces phénomènes de stockage, accaparement, rétention de la marchandise qui vont accentuer le phénomène de la disette. Bon, le concept juridico-moral de la mauvaise nature humaine, de la nature déchue, le concept cosmologico-politique de la mauvaise fortune sont, si vous voulez, les deux cas généraux à l'intérieur duquel on pense la disette. Bon, d'une façon alors beaucoup plus précise et institutionnelle, qu'est-ce que, dans les techniques de gouvernement, de gestion politique et économique d'une société comme la société française au XVIIe et au XVIIIe siècle, qu'est-ce qu'on va faire contre la disette? Eh bien, on a établi contre elle, et depuis longtemps, tout un système que je dirais à la fois juridique et disciplinaire, si vous voulez un système de légalité et un système de règlement, qui est essentiellement destiné à empêcher la disette, c'est-à-dire non pas simplement à l'arrêter quand elle se produit, non pas simplement à la déraciner, mais littéralement à la prévenir, qu'elle ne puisse pas avoir lieu du tout. Système juridique et disciplinaire qui concrètement prend des formes que vous savez, classiques, etc., limitation de prix,
limitation surtout du droit de stockage, interdit de stocker, nécessité par conséquent de vendre immédiatement, limitation de l'exportation, interdit d'envoyer des grains à l'étranger, avec simplement comme restriction à cela la limitation de l'étendue des cultures dans la mesure où si les cultures de grains étaient trop larges, trop abondantes, l'excès d'abondance ferait qu'il y aurait un effondrement des prix tel que les paysans ne s'y retrouveraient pas. Bon, donc toute une série de limitations des prix, du stockage, de l'exportation et des limitations de la culture. Système de contrainte aussi, puisqu'on va contraindre les gens à ensemencer au moins une quantité minimale, on va interdire la culture de telle ou telle chose, on va obliger les gens, par exemple, à arracher la vigne pour les forcer à ensemencer en grains. On va forcer les marchands à vendre avant d'attendre la hausse des prix, et dès les premières récoltes, on va établir tout un système de surveillance qui va permettre de contrôler les stocks, d'empêcher les circulations de pays à pays, de province à province. On va empêcher les embarquements, les transports maritimes de grains, etc. Bon, tout ce système juridique et disciplinaire de limitation, de contraintes, de surveillance permanente, tout ce système est organisé pourquoi? Le résultat, évidemment, le résultat voulu, l'objectif, c'est bien entendu que les grains soient vendus au plus bas prix possible, que les paysans, par conséquent, fassent le plus petit profit possible, et que les gens des villes puissent ainsi se nourrir au plus bas prix possible, ce qui va avoir pour conséquence que les salaires qu'on aura à leur donner seront eux aussi le plus bas possible. Cette régulation par en bas du prix de vente des grains, du profit paysan, du coût d'achat pour les gens, du salaire, etc. Vous savez que c'est évidemment le grand principe politique qui a été développé, organisé, systématisé pendant toute la période que l'on peut appeler mercantiliste, si on entend par mercantiliste ces techniques de gouvernement et de gestion d'économie qui ont pratiquement dominé l'Europe depuis le début du XVIIe jusqu'au début du XVIIIe siècle. Bon, ce système est essentiellement un système anti-disette, puisque par ce système d'interdiction et d'empêchement, qu'est-ce qui va se produire? C'est que d'une part, tous les grains seront mis sur le marché, et le plus vite possible, étant mis sur le marché le plus vite possible, eh bien, le phénomène de rareté sera relativement limité, et de plus, les interdictions à l'importation, les interdictions de stockage et de hausse de prix vont empêcher ce qu'on redoute par excellence, c'est que les prix s'emballent dans les villes et que les gens se révoltent. Bon, système anti-disette, système, si vous voulez, essentiellement centré sur un événement éventuel, un événement qui pourrait se produire et qu'on empêche de se produire avant même, qu'on essaie d'empêcher de se produire avant même qu'il se soit inscrit dans la réalité. Bon, inutile d'insister sur les échecs bien connus, 1000 fois constatés de ce système. Échec qui consiste en ceci, c'est que primo, ce maintien du prix des grains au plus bas produit ce premier effet, que même lorsqu'il y a abondance de grains, ou plutôt, surtout, lorsqu'il y a abondance de grains, les paysans vont se ruiner, puisque qui dit abondance de grains dit tendance des prix à la baisse, et finalement, le prix de revient du blé pour les paysans va être inférieur aux investissements qu'ils ont faits pour l'obtenir. Gain qui tend vers zéro, éventuellement même, qui tombe au-dessous de
coût même de la production pour le blé. Deuxièmement, seconde conséquence, ça va être que les paysans, n'ayant pas tiré, même les années où le blé est abondant, suffisamment de profit de leur récolte, vont être nécessairement voués et contraints à un faible ensemencement. Moins ils auront fait de profit, moins, bien entendu, ils vont pouvoir ensemencer largement. Ce faible ensemencement va avoir pour conséquence immédiate qu'il suffira du moindre dérèglement climatique, je veux dire de la moindre oscillation climatique, un peu trop froid, un peu trop de sécheresse, un peu trop d'humidité, etc. Et cette quantité de blé qui est juste suffisante pour nourrir la population va tomber au-dessous des normes requises et la disette va apparaître dès l'année suivante. De sorte qu'on est à chaque instant exposé par cette politique du plus bas prix possible on est exposé à la disette et à ce fléau précisément qu'il s'agissait de conjurer. Bon, je m'excuse du caractère à la fois très schématique et un peu austère de tout ça. Comment les choses ont-elles se passé au XVIIIe siècle lorsque on a essayé de déverrouiller ce Bon, tout le monde sait, et ma foi c'est exact, que c'est de l'intérieur d'une nouvelle conception de l'économie, et peut-être même de l'intérieur de cet acte fondateur qu'est de la pensée économique et de l'analyse économique, qu'est la doctrine physiocratique, qu'on a commencé à poser comme principe fondamental de gouvernement économique celui de la liberté de commerce et de circulation des grains. Conséquence théorique, ou plutôt conséquence pratique d'un principe théorique fondamental qui était celui des physiocrates, à savoir que le seul, ou à peu près le seul produit net qui pouvait être obtenu à l'intérieur dans une nation, c'était le produit paysan. Bon, à dire vrai, que la liberté de circulation des grains soit bien effectivement une des conséquences théoriques logiques du système physiocratique, ça ne peut pas être nié. Que ce soit la pensée physiocratique elle-même, que ce soit les physiocrates avec leur influence qu'il est imposé au gouvernement français dans les années 1754-1764, c'est déjà c'est encore un peu vrai, bien que sans doute ça ne soit pas suffisant, mais qu'en fait, je crois que ce qui serait inexact, c'est que de considérer que cette forme, ce choix politique, cette programmation de la régulation économique ne soit rien autre chose que la conséquence pratique d'une théorie économique. Et qu'en fait, il me semble qu'on pourrait montrer assez facilement que ce qui s'est passé là, et qui a amené les grands édits ou déclarations des années 1754-64, ce qui s'est passé là, c'est en réalité, à travers peut-être, et grâce au relais, grâce à l'appui des physiocrates et de leur théorie, c'est en fait tout un changement, ou plutôt une phase d'un grand changement dans les techniques de gouvernement et un des éléments de cette mise en place de ce que j'appellerais les dispositifs de sécurité. Autrement dit, vous pouvez lire le principe de la libre circulation des grains aussi bien comme la conséquence d'un champ théorique que comme un épisode dans les mutations des technologies de pouvoir et comme un épisode dans la mise en place de cette technique des dispositifs de sécurité qui me paraît caractéristique, une des caractéristiques des sociétés modernes. Une chose en tout cas qui est vraie, c'est que bien avant les physiocrates, un certain nombre de gouvernements avaient pensé en effet que la libre circulation des grains était non seulement une meilleure source de profit, mais certainement
un bien meilleur mécanisme de sécurité contre le fléau de la disette. C'était en tout cas l'idée que les hommes politiques anglais avaient eu très tôt, dès la fin du XVIIe siècle, puisque en 1689, ils avaient mis au point et fait adopter par le Parlement un ensemble législatif qui, en somme, imposait, admettait la liberté de circulation et de commerce des grains, avec cependant un soutien et un correctif. Premièrement, la liberté d'exportation qui devait permettre, en période faste, en période par conséquent d'abondance et de bonne récolte, de soutenir le prix du blé qui risquait, des grains en général, qui risquait de s'effondrer du fait même de cette abondance. Pour soutenir le prix, non seulement on permettait l'exportation, mais on aidait l'exportation par un système de prix. Prime à l'exportation constituait un correctif, un adjuvant à cette liberté, et deuxièmement, pour éviter également qu'il y ait, au moment en période favorable, une trop grosse importation de blé en Angleterre, on avait établi des taxes à l'importation de telle manière qu'un excès d'abondance venant des produits importés ne fasse à nouveau baisser les prix. Donc le soutien était obtenu, le bon prix était obtenu par ces deux séries de mesures. Bon, ce modèle anglais de 1689 va être le grand cheval de bataille des théoriciens de l'économie, mais également de ceux qui, d'une manière ou d'une autre, avaient une responsabilité administrative, politique, économique en France au XVIIIe siècle. Et alors, ça a été toute la grande... les 30 ans pendant lesquels le problème de la liberté des grains a été un des problèmes politiques et théoriques majeurs en France au XVIIIe siècle, si vous voulez, 3 phases. D'une part, avant 1754, au moment donc où le vieux système juridico-disciplinaire joue encore à plein avec ses conséquences négatives, toute une phase de polémique. 1754, l'adoption en France d'un régime qui est en gros modelé à peu de choses près sur celui de l'Angleterre, donc une liberté relative, mais cependant corrigée et en quelque sorte soutenue. Puis de 1754 à 64, alors arrivée des physiocrates, mais à ce moment-là seulement, arrivée des physiocrates sur la scène théorique et sur la scène politique, toute une série de polémiques en faveur de la liberté des grains, et enfin les édits de mai 1763 et d'août 1764, qui établissent la liberté à peu près totale des grains à quelques restrictions près. Victoire par conséquent des physiocrates, mais de tous ceux aussi qui, sans être directement physiocrates, disciples de Gournay par exemple, avaient soutenu cette cause-là. 1764, donc c'est la liberté des grains. Malheureusement, l'édit est pris en août 64, en septembre 64, c'est-à-dire la même année, quelques semaines après, de mauvaises récoltes en Guyenne font monter les prix à une vitesse astronomique, et déjà on commence à se demander s'il ne faut pas revenir sur cette liberté des grains, et du coup on va avoir une troisième campagne de discussion, cette fois, si vous voulez, défensive, dans laquelle les physiocrates et ceux qui soutiennent les mêmes principes sans être physiocrates vont être obligés de défendre la liberté qu'ils ont fait à peu près intégralement reconnaître en 1764. Donc on a tout un paquet là de textes, de projets, de programmes, d'explications. Je me référerai simplement à l'un de ceux qui est à la fois le plus schématique, le plus clair, et qui a eu d'ailleurs une importance considérable. C'est un texte qui date de 1763, qui s'appelle « Lettre d'un négociant sur la nature du commerce des grains ». Il a été écrit par quelqu'un qui s'appelait Louis-Paul Abeille, et qui est important à la fois par l'influence qu'a eu son texte et par le fait que, disciple de Gournay, il avait en somme
rallier la plupart des positions physiocratiques et représenter donc, si vous voulez, une espèce de position charnière dans la pensée économique de cette époque-là. Bon. Alors, en prenant ce texte comme référence, mais il est simplement exemplaire de toute une série d'autres, et avec quelques modifications, je crois qu'on retrouverait dans les autres textes les mêmes principes que ceux qui sont mis en œuvre par Abeille dans sa lettre d'un négociant. Au fond, qu'est-ce qu'il fait? Encore une fois, on pourrait reprendre le texte d'Abeille dans une analyse du champ théorique, en essayant de retrouver quels sont les principes directeurs, les règles de formation, les concepts, les éléments théoriques, etc. Et il faudrait sans doute reprendre la théorie du produit net. Mais ce n'est pas comme ça que je voudrais reprendre ce texte, non pas donc comme à l'intérieur d'une, disons, archéologie du savoir, mais dans la ligne d'une généalogie des technologies. Et là, vous apercevrez, je crois qu'on pourrait reconstituer le fonctionnement du texte en fonction, donc non pas des règles de formation de ces concepts, mais des objectifs, des stratégies auxquelles il obéit et des fonctions, des programmations d'action politique qu'il suggère. Je crois que la première chose qui apparaîtrait, ce serait ceci. C'est qu'au fond, pour Abeille, cette même chose qui était précisément à éviter à tout prix, et avant même qu'elle se produise dans les systèmes juridico-disciplinés, à savoir la rareté et la cherté, ce mal à éviter n'est pas pour Abeille, ni pour les physiocrates, ni pour ceux qui pensent de la même façon. Au fond, ce n'est pas un mal du tout. Et il ne faut pas le penser comme un mal, c'est-à-dire qu'il faut le considérer comme un phénomène qui est, premièrement, naturel, et par conséquent, deuxièmement, qui n'est ni bien ni mal. Il est ce qu'il est. Cette disqualification, en termes de morale, ou en termes tout simplement de bien ou de mal, de choses à éviter ou à ne pas éviter, cette disqualification implique que l'analyse ne va plus se centrer, ou plutôt ne va pas avoir pour cible principale le marché, c'est-à-dire le prix de vente du produit en fonction de l'offre et de la demande, mais ça implique que l'analyse va en quelque sorte reculer d'un cran, ou sans doute même de plusieurs crans, et prendre pour objet, non pas tellement le phénomène rareté-cherté, tel qu'il peut apparaître sur le marché, puisque c'est le marché, c'est l'espace même du marché qui fait apparaître et la rareté et la cherté, on va prendre comme champ d'analyse non plus l'espace du marché, mais ce que j'appellerais, si vous voulez, l'histoire du grain. C'est-à-dire, comment ça se passe depuis le moment où le grain est mis en terre, avec ce que ça implique, et de travail, et de temps passé, et de champs ensemencés, etc., et de coûts par conséquent. Qu'est-ce qu'il en est du grain depuis ce moment-là, jusqu'au moment où il aura finalement produit tous les profits qu'il peut produire? L'unité d'analyse ne va donc plus être le marché avec ses effets rareté et cherté, mais le grain avec tout ce qui peut lui arriver et qui lui arrivera naturellement en quelque sorte, ou en fonction en tout cas d'un mécanisme et de loi, où vont interférer aussi bien la qualité du terrain, le soin avec lequel on le cultive, les conditions climatiques de sécheresse, chaleur, humidité, etc., finalement l'abondance bien sûr ou la rareté, la mise sur le marché, etc. C'est la réalité du grain, beaucoup plus que la hantise de la disette, qui va être l'élément sur lequel on va essayer d'avoir prise. Et c'est sur cette réalité du grain, dans toute son histoire, et avec toutes les oscillations et événements qui peuvent en quelque sorte faire
basculer ou bouger son histoire par rapport à une ligne idéale, c'est sur cette réalité qu'on va essayer de greffer un dispositif tel que les oscillations de l'abondance et du bon marché, de la rareté et de la cherté, vont se trouver non pas empêchées par avance, non pas interdites par un système juridique et disciplinaire qui, en empêchant ceci, en contraignant à cela, doivent éviter que ça se passe. Ce que Abeille et les physiocrates et les théoriciens de l'économie au XVIIIe siècle vont essayer d'obtenir, c'est un dispositif qui, se branchant sur la réalité même de ces oscillations, vont faire en sorte, par une série de mises en relation avec d'autres éléments de réalité, que ce phénomène, sans rien perdre en quelque sorte de sa réalité, sans être empêché, va se trouver petit à petit compensé, freiné, finalement limité et, au dernier degré, annulé. Autrement dit, c'est un travail dans l'élément même de cette réalité qui est l'oscillation abondance, rareté, cherté, bon marché. C'est en prenant pied sur cette réalité, et non pas en essayant d'empêcher à l'avance, que le mécanisme, qu'un dispositif va être mis en place, un dispositif qui est précisément, je crois, un dispositif de sécurité et non plus un système juridico-disciplinaire. En quoi va consister ce dispositif qui se branche donc sur la réalité, en quelque sorte reconnue, acceptée, ni valorisée ni dévalorisée, reconnue simplement comme nature? Quel est le dispositif qui, se branchant sur cette réalité de l'oscillation, va permettre de la régler? Eh bien, alors la chose est connue, si vous voulez, je la résume simplement. Premièrement, non pas viser au plus bas prix possible, mais au contraire, autoriser, favoriser même une montée du prix du grain. Cette montée du prix du grain qui peut être assurée soit par des moyens un petit peu artificiels, comme dans la méthode anglaise, où on soutenait les prix, où on soutenait l'exportation par des primes, où on faisait pression au contraire sur les importations en les taxant. Bon, on peut utiliser ce moyen-là pour faire monter le prix du grain, mais on peut aussi, et c'est cette solution libérale, je reviendrai tout à l'heure sur ce mot libéral, c'est la solution libérale à laquelle se rallient les physiocrates, à savoir, eh bien, suppression de tous les interdits de stockage, de sorte que les gens vont pouvoir, comme ils le veulent, quand ils le veulent, en aussi grande quantité qu'ils le désirent, stocker leur grain et le retenir, allégeant ainsi le marché dès qu'il y a abondance. On va supprimer également toutes les suppressions, on va supprimer également toutes les interdictions d'exportation, de sorte que les gens auront le droit, dès qu'ils en ont envie, dès que les prix extérieurs sont pour eux favorables, ils auront le droit d'expédier à l'étranger leur grain. Et là encore, nouveau soulagement du marché, des encombrements, et du coup, lorsqu'il y aura abondance, la possibilité de stockage d'une part, la permission d'exportation de l'autre, va maintenir les prix. On aura donc cette chose qui est paradoxale par rapport au système précédent, qui était impossible et non souhaité dans le système précédent, c'est à savoir que quand il y aura abondance, il y aura en même temps prix relativement haut. Bon, cette montée des prix en cas d'abondance, il se trouve que quelqu'un comme Abeille, par exemple, et tous ceux qui ont écrit à cette époque-là, écrivaient à un moment où justement une série de bonnes récoltes entre 1762 et 1764 permettait de prendre cet exemple favorable. Bon, donc les prix montent même en période d'abondance. À partir de cette montée des prix, qu'est-ce qu'on va avoir? Premièrement, une extension de la culture. Les paysans ayant été bien rémunérés de la récolte précédente vont pouvoir avoir beaucoup de grains pour ensemencer, vont pouvoir faire les frais nécessaires pour un large ensemencement et une bonne culture, et du coup, il y a d'autant plus de chances
après cette première bonne récolte bien payée, que la récolte suivante soit bonne. Et même si les conditions climatiques n'ont pas été très favorables, l'étendue plus grande des champs ensemencés, la meilleure culture, compensera cette plus grande étendue, ce plus grand ensemencement, et par conséquent, on compensera, je veux dire, les mauvaises conditions climatiques, et la disette aura d'autant plus de chances d'être évitée. Mais de toute façon, en étendant ainsi la culture, qu'est-ce qui va se produire? C'est que cette première hausse des prix ne sera pas suivie d'une hausse semblable et de même proportion l'année suivante, car finalement, plus il y aura abondance, plus évidemment les prix auront tendance à se tasser, de sorte que une première montée des prix va avoir pour séquence nécessaire, d'une part, une diminution du risque de la disette et un tassement des prix ou un ralentissement de cette augmentation. Du coup, la probabilité de la disette et la probabilité de la hausse des prix vont se trouver diminuées d'autant. Supposons maintenant, à partir de ce schéma où les 2 années consécutives ont été en somme favorables, la première très favorable avec hausse des prix, la seconde suffisamment favorable, et donc on a dans ces cas-là ralentissement de la hausse des prix, mais supposons maintenant que la seconde année soit au contraire une année de pure et franche disette. Alors, voici comment raisonne Abeille. Il dit, au fond, qu'est-ce que c'est qu'une disette? Une disette, ce n'est jamais l'absence pure et simple, l'absence totale de la subsistance nécessaire pour une population. Car tout simplement, elle mourrait en quelques jours ou en quelques semaines, et dit-il, on n'a jamais vu une population disparaître par faute de nourriture. La disette, dit-il, c'est une chimère. C'est-à-dire qu'il y a toujours, quelle que soit la petite quantité de la récolte, il y a toujours de quoi nourrir la population pendant 10 mois, ou 8 mois, ou 6 mois. C'est-à-dire que pendant un certain temps au moins, la population va pouvoir vivre. Bien sûr, la disette va s'annoncer très tôt. Elle ne va pas s'annoncer lorsque, simplement, enfin la disette, je veux dire, les phénomènes à régler, ne vont pas se produire uniquement lorsque, au bout du 6e mois, les gens n'auront plus de quoi manger. Dès le début, dès le moment où on aperçoit que la récolte va être mauvaise, un certain nombre de phénomènes et d'oscillations vont se produire. Et tout de suite, la hausse des prix. La hausse des prix que les gens, les vendeurs, ont immédiatement calculée de la manière suivante, en se disant, l'an dernier, avec telle quantité de blé, j'ai obtenu pour chaque sac de blé, chaque setier de blé, telle somme. Cette année, j'ai 2 fois moins de blé, je vais donc vendre chaque setier de blé 2 fois plus cher. Et les prix montent sur le marché. Mais, dit Abeille, laissons faire cette montée des prix. Ce n'est pas ça qui est important. Du moment que les gens savent que le commerce est libre, qu'il est libre à l'intérieur du pays, qu'il est libre également d'un pays à l'autre, ils savent parfaitement qu'au bout du 6e mois, les importations vont venir prendre la relève du blé qui manque dans le pays. Or, les gens qui ont du blé et qui peuvent le vendre, et qui auraient la tentation de le retenir en attendant ce fameux 6e mois, au terme duquel les prix devraient s'emballer, ils ne savent pas combien de blé va pouvoir venir des pays exportateurs. Combien de blé va donc arriver dans le pays? Ils ne savent pas si le 6e mois, finalement, il ne va pas y avoir une quantité de blé telle que les prix s'effondreront. Donc, au lieu d'attendre ce 6e mois, où ils ne savent pas si les prix ne vont pas baisser, les gens vont plutôt profiter, dès le début, dès l'annonce de la mauvaise récolte, de la petite flambée des prix qui se produisent. Ils vont jeter leurs grains sur le marché,
Et on ne va pas avoir ces phénomènes que l'on observe maintenant en période de réglementation, ces phénomènes dans lesquels, ces types de comportements dans lesquels les gens retiennent le blé dès le moment où on annonce une mauvaise récolte. Donc, la flambée des prix va avoir lieu, mais elle va très vite se tasser ou plafonner dans la mesure où tout le monde va donner son blé dans la perspective de ces fameuses importations peut-être massives qui vont se produire à partir du 6e mois. Du côté des exportateurs, des exportateurs venant des pays étrangers, eh bien, on va avoir le même phénomène. C'est-à-dire que si on apprend qu'en France, il y a une disette, eh bien, les exportateurs anglais, allemands, etc., vont vouloir profiter des hausses de prix. Mais ils ne savent pas quelle quantité de blé va venir en France de cette manière-là. Ils ne savent pas de quelle quantité de blé leurs concurrents disposent, quand, à quel moment, dans quelle proportion ils vont apporter leur blé, et par conséquent, ils ne savent pas, eux non plus, si, à trop attendre, ils ne vont pas faire une mauvaise affaire. D'où la tendance qu'ils vont avoir à profiter de la hausse des prix immédiate pour lancer leur blé sur ce marché étranger pour eux qu'est la France, et du coup, le blé va affluer dans la mesure même où il est rare. C'est-à-dire que c'est le phénomène de rareté-cherté, produit par une mauvaise récolte, induit par une mauvaise récolte à un moment donné, qui va appeler par toute une série de mécanismes qui sont à la fois collectifs et individuels, on reviendra là-dessus tout à l'heure, c'est ce phénomène de rareté-cherté qui va amener exactement ce par quoi il va être petit à petit corrigé, compensé, freiné et finalement annulé. C'est-à-dire que c'est la hausse qui produit la baisse. La disette sera annulée à partir de la réalité de ce mouvement qui porte vers la disette. De sorte que, dans une technique comme celle-ci, de liberté pure et simple de circulation des grains, il ne peut pas y avoir de disette, comme le dit Atay, la disette, c'est une chimère. Bon. Cette conception des mécanismes du marché, ce n'est pas simplement, vous le voyez, une analyse de ce qui se passe, c'est à la fois une analyse de ce qui se passe et une programmation de ce qui doit se passer. Or, pour faire cette analyse-programmation, il faut un certain nombre de conditions. Vous avez pu les repérer au passage. Premièrement, il a fallu que l'analyse, la prise en considération, soit considérablement élargie. Premièrement, qu'elle soit élargie du côté de la production. Encore une fois, il ne faut pas considérer simplement le marché, il faut considérer le cycle tout entier, depuis les actes producteurs initiaux jusqu'au profit dernier. Le profit de l'agriculteur fait partie de cet ensemble qu'il faut à la fois prendre en considération, traiter si vous voulez, ou laisser se développer. Deuxièmement, élargissement du côté du marché, car il ne s'agit pas simplement de considérer un marché, il ne faut pas considérer simplement même le marché intérieur à la France, c'est bien le marché mondial des grains qui doit être pris en considération et mis en relation avec chaque point sur lesquels, chaque marché sur lequel le grain peut être mis en vente. Il ne suffit pas donc de penser aux gens qui vendent et aux gens qui achètent en France sur un marché donné, il faut penser à toutes les quantités de grains qui peuvent être mis en vente sur tous les marchés du monde, dans tous les pays du monde. Élargissement donc de l'analyse du côté de la production, élargissement de l'analyse du côté du marché, élargissement aussi du côté des protagonistes, dans la mesure où plutôt que de leur imposer des règles impératives, on va essayer de repérer, comprendre, connaître comment ils agissent, pourquoi ils agissent,
Quel est le calcul qu'ils font lorsque, devant une hausse des prix, ils retiennent le grain? Quel calcul, au contraire, ils vont faire lorsqu'ils savent qu'il y a liberté? Lorsqu'ils ne savent pas quelle quantité de grain va arriver? Lorsqu'ils hésitent pour savoir s'il y aura hausse ou baisse du grain? C'est tout ça. C'est-à-dire cet élément de comportement tout à fait concret de l'homo economicus, c'est cela qui doit être pris également en considération. Autrement dit, une économie qui intègre le moment de la production, ou une analyse, si vous voulez, économico-politique qui intègre le moment de la production, qui intègre le marché mondial et qui intègre enfin les comportements économiques de la population, producteurs et consommateurs. Ce n'est pas tout. Par rapport à cet événement qu'est la disette, par rapport à cet événement fléau qu'est la rareté, cherté, avec sa conséquence éventuelle, la révolte, je crois que ça implique quelque chose de très important. Au fond, le fléau, la disette, tel qu'on les concevait jusque-là, c'était un phénomène à la fois individuel et collectif, et de la même façon. Des gens avaient faim, des populations entières avaient faim, la nation avait faim, et c'était ça précisément, cette espèce de solidarité immédiate, de massivité de l'événement qui constituait son caractère de fléau. Or, dans l'analyse que je viens de faire, et dans le programme économico-politique qui en est le résultat immédiat, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'au fond, l'événement va être dissocié en deux niveaux. En effet, on peut dire que grâce à ces mesures, ou plutôt grâce à la suppression du carcan juridico-disciplinaire qui encadrait le commerce des grains, au total, comme disait Abeille, la disette devient une chimère. Il apparaît que, d'une part, elle ne peut pas exister, et que, quand elle existait, loin d'être une réalité en quelque sorte naturelle, elle n'était rien d'autre que le résultat aberrant d'un certain nombre de mesures artificielles, elles-mêmes aberrantes. Désormais, donc, plus de disette. Mais il ne va plus y avoir de disette comme fléau, il ne va plus y avoir ce phénomène de rareté, de faim massive, individuelle et collective, qui marche absolument du même pas et sans discontinuité en quelque sorte chez les individus et dans la population générale. Là, maintenant, plus de disette au niveau de la population. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on obtient ce freinage de la disette par un certain laisser-faire, un certain laisser-passer, un certain aller, au sens de laisser les choses aller, qui va faire que on va laisser monter les prix là où ils ont envie de monter, là où ils ont tendance à monter. On va laisser créer et se développer ce phénomène cherté-rareté sur tel ou tel marché, dans toute une série de marchés, et c'est cela, cette réalité même à laquelle on a donné liberté de se développer, c'est ce phénomène-là qui va entraîner justement son auto-freinage et son autorégulation, de sorte que il n'y aura plus de disette en général, à condition qu'il y ait pour toute une série de gens, dans toute une série de marchés, une certaine rareté, une certaine cherté, une certaine difficulté à acheter du blé, une certaine faim par conséquent, et après tout, il se peut bien que des gens meurent de faim. Mais c'est en laissant ces gens-là mourir de faim que l'on pourra faire de la disette une chimère et empêcher qu'elle se produise dans cette massivité de fléaux qui l'a caractérisée dans les systèmes précédents. De sorte que l'événement disette est ainsi dissocié, la disette fléau disparaît, mais la rareté qui fait mourir les individus, elle, non seulement ne disparaît pas, mais ne doit pas disparaître. On a donc deux niveaux de phénomènes. Non pas le niveau collectif,
et le niveau individuel. Car après tout, ce n'est pas simplement un individu qui va mourir de cette rareté, ou qui va souffrir en tout cas de cette rareté. C'est bien toute une série d'individus, mais on va avoir une césure absolument fondamentale entre le niveau pertinent pour l'action économico-politique du gouvernement, et ce niveau, c'est celui de la population, et un autre niveau, qui va être le niveau de la série de la multiplicité des individus, ce niveau-là ne va pas être pertinent, ou plutôt ne sera pertinent que dans la mesure où, géré comme il faut, maintenu comme il faut, encouragé comme il faut, il va permettre ce qu'on veut obtenir au niveau qui, lui, est pertinent. La multiplicité des individus n'est plus pertinente, la population, oui. Cette césure, à l'intérieur de ce qui constituait la totalité des sujets ou des habitants d'un royaume. Cette césure, si vous voulez, n'est pas une césure réelle. Il ne va pas y avoir les uns et les autres. Mais c'est à l'intérieur même du savoir-pouvoir, c'est à l'intérieur même de la technologie et de la gestion économique que l'on va avoir cette coupure entre le niveau pertinent de la population et le niveau non pertinent, ou encore, si vous voulez, le niveau simplement instrumental. L'objectif final, ça va être la population. La population est pertinente comme objectif, et les individus, les séries d'individus, les groupes d'individus, la multiplicité d'individus, elle ne va pas être pertinente comme objectif, elle va être simplement pertinente comme instrument, ou comme relais, ou comme condition pour obtenir quelque chose au niveau de la population. Césure fondamentale sur laquelle j'essaierai de revenir la prochaine fois, parce que je crois que tout ce qui est engagé dans cette notion de population apparaît très clairement là. La population comme sujet collectif, comme nouveau sujet collectif, absolument étranger à la pensée juridique, à la pensée politique des siècles précédents, la population comme nouveau sujet collectif est en train d'apparaître là, dans sa complexité, avec ses césures. Déjà, vous voyez qu'elle apparaît aussi bien comme l'objet, c'est-à-dire ce sur quoi, ce vers quoi on dirige les mécanismes pour obtenir sur elle un certain effet. Elle est également, elle est cependant, tout en étant objet, sujet, puisque c'est à elle qu'on demande de se conduire de telle et telle façon. La population recouvre la notion ancienne de peuple, mais d'une manière telle que les phénomènes s'échelonnent par rapport à elle, et qu'il y aura un certain nombre de niveaux à retenir, et d'autres qui, au contraire, ne seront pas retenus, ou seront retenus d'une autre façon. Et pour pointer simplement la chose sur laquelle donc, je voudrais revenir la prochaine fois, parce qu'elle est fondamentale, je voudrais, et j'en terminerai là avec ce texte d'Abeille, vous dire que, vous indiquer que dans ce texte, justement, on trouve une très curieuse distinction. Parce que, quand Abeille a terminé son analyse, il a tout de même un scrupule. Il dit tout ça, c'est bien gentil. La disette fléau est une chimère, d'accord. Elle est une chimère dès lors, en effet, que les gens se conduisent comme il faut, c'est-à-dire que les uns acceptent d'endurer la rareté et cherté, que les autres vendent leur blé au moment où il faut, c'est-à-dire très tôt, dans la mesure où les exportateurs envoient leurs produits dès que les prix commencent à monter. Tout ça, c'est très bien. Et on a là, si vous voulez, je ne dis pas les bons éléments de la population, mais on a là des comportements qui font que chacun des individus fonctionne bien comme membre, comme élément de cette chose que l'on veut gérer de la meilleure manière possible, à savoir la population. Ils agissent bien comme membres de la population. Mais supposez que justement dans un marché, dans une ville donnée, les gens, au lieu d'attendre, au lieu de supporter la rareté, au lieu d'accepter que le grain soit cher, au lieu d'accepter par conséquent d'en acheter peu, au lieu d'accepter d'avoir faim, au lieu d'accepter que le blé arrive en quantité suffisante pour que les prix baissent, ou que la hausse, en tout cas, s'atténue et se tasse un peu. Supposez qu'au lieu de cela,
Eh bien, d'une part, ils se jettent sur les approvisionnements, qu'ils les saisissent sans même les payer, supposer que d'un autre côté, il y a un certain nombre de gens qui fassent des rétentions de grains irrationnelles et mal calculées, et tout va s'enrayer. Et du coup, on va avoir révolte d'une part, accaparement de l'autre, ou accaparement et révolte. Eh bien, dit Abeille, tout ça, ça prouve que ces gens, ils n'appartiennent pas réellement à la population. Qu'est-ce qu'ils sont? Eh bien, c'est le peuple. Le peuple, c'est celui qui se comporte par rapport à cette gestion de la population, au niveau même de la population, comme si il ne faisait pas partie de ce sujet collectif, de ce sujet-objet collectif qu'est la population, comme s'il se mettait hors d'elle, et par conséquent, c'est eux qui, en tant que peuple, refusant d'être population, vont dérégler le système. On a là une analyse qui est, je crois, qui est à peine esquissée dans Abeille, mais qui est très importante dans la mesure où, d'une part, vous voyez qu'elle est relativement proche par certains côtés, qu'elle fait écho, qu'elle a une espèce de symétrie par rapport à la pensée juridique, qui disait par exemple que tout individu qui accepte les lois de son pays se trouve avoir souscrit au contrat social, l'accepte et le reconduit à chaque instant dans son propre comportement, et que celui, en revanche, qui viole les lois, rompt le contrat social, devient un étranger dans son propre pays et relève par conséquent des lois pénales qui vont le punir, qui vont l'exiler, qui vont en quelque sorte le tuer. Le délinquant, par rapport à ce sujet collectif créé par le contrat social, eh bien, lui aussi rompt bien ce contrat et tombe à l'extérieur de ce sujet collectif. Là, on voit également dans ce dessin qui commence à esquisser la notion de population, on voit se faire un partage dans lequel le peuple apparaît comme étant, d'une façon générale, celui qui résiste à la régulation de la population, qui essaie de se soustraire à ce dispositif par lequel la population existe, se maintient, subsiste et subsiste à un niveau optimal. Cette notion, cette opposition peuple-population est très importante. J'essaierai de vous montrer la prochaine fois comment, malgré la symétrie apparente par rapport au sujet collectif du contrat social, malgré cette symétrie apparente, en fait, c'est de toute autre chose qu'il s'agit, et le rapport population-peuple n'est pas plus semblable à l'opposition sujet obéissant délinquant que le sujet collectif population, et tout comme le sujet collectif population est lui-même très différent du sujet collectif constitué et créé par le contrat social. Bon. En tout cas, pour en terminer avec ça, je voudrais vous montrer que si on veut un peu ressaisir de près en quoi consiste un dispositif de sécurité comme celui que les physiocrates, d'une façon générale, les économistes du XVIIIe siècle ont pensé à propos de la discipline. Si on veut caractériser un dispositif comme celui-ci, je crois qu'il faut le comparer au mécanisme disciplinaire tel qu'on peut les trouver non seulement aux époques précédentes, mais à l'époque même où se mettaient en place ces mécanismes, ces dispositifs de sécurité. Au fond, je crois qu'on peut dire ceci. La discipline, elle est essentiellement centripète. Je veux dire que la discipline fonctionne dans la mesure où elle isole un espace, détermine un segment. La discipline concentre, elle centre, elle enferme. Le premier geste de la discipline, c'est bien en effet de circonscrire un espace dans lequel son pouvoir et les mécanismes de son pouvoir joueront à plein et sans limite. Et justement, si on reprend l'exemple de la police disciplinaire des grains, telle qu'elle existait jusqu'au milieu du XVIIIe siècle, telle que vous la trouvez exposée dans des centaines de pages dans le traité de police de Lamare, eh bien cette police disciplinaire des grains,
Elle est effectivement centripète, elle isole, elle concentre, elle enferme, elle est protectionniste, et elle centre essentiellement son action sur le marché, ou sur cet espace du marché et ceux qui l'entourent. Au contraire, vous voyez que la sécurité, telle que j'ai essayé, les dispositifs de sécurité, tels que j'ai essayé de vous les reconstituer, sont au contraire, ont perpétuellement tendance à élargir. Ils sont centrifuges. On intègre sans cesse de nouveaux éléments. On intègre la production. On intègre la psychologie, le comportement, la manière de faire des producteurs, des acheteurs, des consommateurs, des importateurs, des exportateurs. On intègre le marché mondial. Il s'agit donc d'organiser, ou en tout cas de laisser se développer des circuits de plus en plus larges. Deuxièmement, deuxième grande différence, la discipline, par définition, réglemente tout. La discipline ne laisse rien échapper. Non seulement elle ne laisse pas faire, mais son principe, c'est que même les choses les plus petites ne doivent pas être abandonnées à elles-mêmes. La plus petite infraction à la discipline doit être relevée avec d'autant plus de soin qu'elle est petite. Le dispositif de sécurité, au contraire, vous avez vu, laisse faire. Il laisse faire, non pas qu'il laisse tout faire, mais qu'il y a un niveau auquel le laisser-faire est indispensable, laisser monter les prix, laisser la rareté s'établir, laisser les gens avoir faim, pour obtenir quelque chose qu'on ne veut pas laisser faire, pour obtenir quelque chose, c'est-à-dire pour ne pas laisser faire quelque chose, à savoir s'installer le fléau général de la disette. Autrement dit, la manière dont la discipline traite le détail n'est pas du tout la même que la manière dont les dispositifs de sécurité le traitent. La discipline a essentiellement pour fonction d'empêcher tout, même et surtout le détail. La sécurité a pour fonction de prendre appui sur des détails que l'on ne va pas valoriser en eux-mêmes comme bien ou mal, que l'on va prendre comme processus nécessaire, inévitable, comme processus de nature au sens large, et on va prendre appui sur ces détails qui sont ce qu'ils sont, mais qui ne vont pas être considérés comme pertinents pour obtenir quelque chose qui, en lui-même, sera considéré comme pertinent parce que se situant au niveau de la population. Troisième différence, encore, on peut dire ceci, c'est qu'au fond, la discipline, comme d'ailleurs les systèmes de légalité, comment est-ce qu'ils procèdent? Eh bien, ils répartissent toutes choses selon un code qui est celui du permis et du défendu. Et puis, ils vont à l'intérieur de ces deux champs, du permis et du défendu, spécifier, déterminer exactement ce qui est défendu, ce qui est permis, ou plutôt ce qui est obligatoire. Et on peut dire qu'à l'intérieur de ce schéma général, le système de l'égalité, le système de la loi, il a essentiellement pour fonction de déterminer les choses, d'autant plus qu'elles sont interdites. Au fond, ce que dit la loi, essentiellement, c'est ne pas faire ceci, ne pas faire encore cette chose-là, ne pas faire non plus celle-ci, etc. De sorte que le mouvement de spécification et de détermination dans un système de l'égalité, ce mouvement de détermination porte toujours et avec d'autant plus de précision qu'il s'agit de ce qui est à empêcher, de ce qui est à interdire. Autrement dit, c'est en prenant le point de vue du désordre que l'on analyse de plus en plus finement, que l'on va établir l'ordre, c'est-à-dire c'est ce qui reste. L'ordre, c'est ce qui reste lorsqu'on aura empêché en effet tout ce qui est interdit. C'est cette pensée négative qui est, je crois, caractéristique d'un code légal. Pensée et technique négative. Le mécanisme disciplinaire, au contraire,
lui aussi, il code perpétuellement en permis et en défendu, ou plutôt en obligatoire et en défendu. C'est-à-dire que le point sur lequel un système disciplinaire, un mécanisme disciplinaire porte, ce n'est pas tellement les choses à ne pas faire que les choses à faire. Une bonne discipline, c'est ce qui vous dit à chaque instant ce que vous devez faire. Et si on prend pour modèle de saturation disciplinaire la vie monastique, qui en a été en effet le point de départ et la matrice, eh bien, dans la vie monastique parfaite, ce que fait le moine est réglé entièrement du matin au soir et du soir au matin. Et la seule chose qui soit indéterminée, c'est ce qu'on ne dit pas et qui est défendu. Dans un système de la loi, ce qui est indéterminé, c'est ce qui est permis. Dans le système du règlement disciplinaire, ce qui est indéterminé, c'est ce qui est déterminé, c'est ce qu'on doit faire, et par conséquent, tout le reste étant indéterminé, se trouve être interdit. Dans le dispositif de sécurité tel que je viens de vous l'exposer, il me semble que, justement, ce dont il s'est agi, c'est de ne prendre ni le point de vue de ce qui est empêché, ni le point de vue de ce qui est obligatoire, mais de prendre suffisamment de recul pour que l'on puisse saisir le point où les choses vont se produire, qu'elles soient souhaitables ou qu'elles ne soient pas souhaitables. C'est-à-dire qu'on va essayer de les ressaisir au niveau de leur nature, ou disons, puisque ce mot au XVIIIe siècle n'a pas le sens que nous lui en donnons maintenant, disons qu'on va les prendre au niveau de leur réalité effective. Et c'est à partir de cette réalité, en essayant de prendre appui sur elle et de la faire jouer, d'en faire jouer les éléments les uns par rapport aux autres, que le mécanisme de sécurité va jouer. Autrement dit, la loi interdit, la discipline prescrit, et la sécurité, sans interdire ou sans prescrire, éventuellement cependant en se donnant quelques instruments du côté de l'interdiction ou du côté de la prescription, la sécurité a essentiellement pour fonction de répondre à une réalité, de manière à ce que cette réponse annule cette réalité à laquelle elle répond. L'annule, ou la limite, ou la freine, ou la règle. C'est cette régulation dans l'élément de la réalité qui est, je crois, fondamentale dans les mécanismes de la sécurité, le dispositif de la sécurité. On pourrait dire encore que la loi travaille dans l'imaginaire, puisque la loi imagine et ne peut se formuler qu'en imaginant toutes les choses qui pourraient être faites et ne doivent pas être faites. Elle imagine le négatif. La discipline travaille dans, en quelque sorte, le complémentaire de la réalité. L'homme est méchant, l'homme est mauvais, il a de mauvaises pensées, mauvaises tendances, etc. On va, à l'intérieur de l'espace disciplinaire, constituer le complémentaire de cette réalité, des prescriptions, des obligations, d'autant plus artificielles et d'autant plus contraignantes que la réalité est ce qu'elle est et qu'elle est insistante et difficile à vaincre. Et enfin, la sécurité, à la différence de la loi qui travaille dans l'imaginaire et de la discipline qui travaille en complémentaire de la réalité, eh bien la sécurité va essayer de travailler dans la réalité. Elle va essayer de travailler dans la réalité en faisant jouer, grâce à et à travers toute une série d'analyses et de dispositions spécifiques, en essayant de faire jouer les éléments de la réalité les uns par rapport aux autres, de sorte que l'on a, je crois, on arrive à ce point qui est essentiel et dans lequel à la fois toute la pensée et toute l'organisation des sociétés politiques modernes se trouve engagée, cette idée que la politique n'a pas à reconduire jusque dans le comportement des hommes cet ensemble de règles qui sont celles
imposée par Dieu à l'homme ou rendue nécessaire simplement par sa mauvaise nature, la politique a à jouer dans l'élément d'une réalité que les physiocrates appellent précisément la physique, et ils vont dire, à cause de cela, que la politique, c'est une physique, que l'économie, c'est une physique. Lorsqu'ils disent cela, ils ne visent pas tellement la matérialité, au sens, si vous voulez, post-hegelien du mot matière, ils visent en réalité, ils visent de fait, cette réalité qui est le seul domaine sur lequel la politique doit agir et le seul domaine avec lequel la politique doit agir. Ne se placer jamais que dans ce jeu de la réalité avec elle-même, c'est cela qui est, je crois, ce que les physiocrates, ce que les économistes, ce que la pensée politique du XVIIIe siècle entendait quand elle disait que de toute façon, on reste dans l'ordre de la physique et que agir dans l'ordre de la politique, c'est agir encore dans l'ordre de la nature. Et vous voyez en même temps que ce postulat, je veux dire ce principe fondamental, que la technique politique ne doit jamais décoller du jeu de la réalité avec elle-même, est profondément lié au principe général de ce qu'on appelle le libéralisme. Le libéralisme, le jeu, laisser les choses faire, passer, les gens faire, les choses passer, les choses aller, laisser faire, passer et aller, ça veut dire, essentiellement et fondamentalement, faire en sorte que la réalité se développe et aille, suive son cours, selon les lois mêmes, les principes et les mécanismes qui sont ceux de la réalité. De sorte que, sur ce problème de la liberté, je reviendrai, j'espère, la prochaine fois, ce problème de la liberté, je crois qu'il faut... Enfin, on peut considérer, le ressaisir de différentes façons. Bien sûr, on peut dire, et je crois que ça ne serait pas faux, ça ne peut pas être faux, dire que cette idéologie de la liberté, cette revendication de la liberté, a bien été une des conditions de développement des formes modernes, si vous voulez, capitalistes de l'économie. Indéniable. Problème de savoir si effectivement, dans la mise en place, comme par exemple on l'a vu à propos du commerce décadent, dans la mise en place de ces mesures libérales, c'était bien effectivement cela qui était visé ou cherché en première instance. Problème en tout cas. Deuxièmement, j'ai dit quelque part, que on ne pouvait pas comprendre la mise en place des idéologies et d'une politique libérale au XVIIIe siècle, sans bien garder à l'esprit que ce même XVIIIe siècle, qui avait si fort revendiqué les libertés, les avait tout de même lestés d'une technique disciplinaire qui, prenant les enfants, les soldats, les ouvriers, etc., là où ils étaient, limitait considérablement la liberté et donnait en quelque sorte des garanties à l'exercice même de cette liberté. Eh bien, je crois que j'ai eu tort, j'ai jamais tout à fait tort, bien sûr, mais enfin, c'est pas exactement ça. Je crois que ce qui est en jeu, c'était tout autre chose. C'est qu'en fait, cette liberté, à la fois idéologie et technique de gouvernement, cette liberté doit être comprise à l'intérieur des mutations et transformations des technologies de pouvoir, et d'une façon plus précise et particulière, la liberté n'est pas autre chose que le corrélatif de la mise en place des dispositifs de sécurité. Un dispositif de sécurité ne peut bien marcher, et en tout cas celui dont je vous ai parlé là, ne peut bien marcher qu'à la condition justement que l'on donne quelque chose qui est la liberté alors au sens moderne qu'il prend au XVIIIe siècle, non plus les franchises et les privilèges qui sont attachés à une personne,
mais la possibilité de mouvement, déplacement, processus, circulation, et des gens et des choses. Et c'est cette liberté de circulation, au sens large du terme, c'est cette faculté de circulation qu'il faut entendre, je crois, par le mot de liberté, et la comprendre comme étant une des faces, un des aspects, une des dimensions de la mise en place des dispositifs de sécurité. L'idée d'un gouvernement des hommes qui penserait d'abord et fondamentalement à la nature des choses et non plus à la mauvaise nature des hommes. L'idée d'un gouvernement des choses qui penserait, une administration des choses, qui penserait avant tout à la liberté des hommes, à ce qu'ils veulent faire, à ce qu'ils ont intérêt à faire, à ce qu'ils pensent à faire, tout ça, ce sont des éléments corrélatifs. Une physique du pouvoir, ou un pouvoir qui se pense comme action physique dans l'élément de la nature, et un pouvoir qui se pense comme régulation qui ne peut s'opérer qu'à travers et en prenant appui sur la liberté de chacun, je crois que c'est là quelque chose qui est absolument fondamental. Ce n'est pas une idéologie, ce n'est pas proprement, ce n'est pas fondamentalement, ce n'est pas premièrement une idéologie, c'est d'abord et avant tout une technologie de pouvoir, c'est en tout cas dans ce sens qu'on peut dire. Bon, eh bien alors j'essaierai la prochaine fois de terminer ce que je vous dis sur la forme générale des mécanismes de sécurité en vous parlant des procédures de normalisation.